les crises, ça arrive toujours au pire moment. Voilà, c'est jamais du lundi au vendredi. On s'y engage ou on s'y engage pas, c'est soi-même. C'est une décision qu'on prend. Si tout le monde était assez mature, il n'y aurait pas de réglementation. On a à la fois pour le patron d'entreprise la carotte et le bâton. Ils se débrouillent, ils me doivent un service, voilà. J'en ai 100 comme ça, des comme vous, et une autre maturité équivalente, taille équivalente, mais avec les sous la porte dans les X derniers mois. On va mettre le petit doigt sur la couture du pantalon pour savoir si vraiment on est tout beau. Il y a encore un petit peu de ménage à faire, je pense, dans tout ça. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des tables rondes des experts de Risque Intel Media. Aujourd'hui en partenariat avec Everbridge. On va parler d'une thématique la suivante, la cyber-résilience est-elle vraiment une question de conformité? Et pour répondre à cette question, j'ai avec moi 4 experts qui vont répondre à mes questions, potentiellement également aux vôtres. Mais avant de commencer cette émission, on va leur donner la possibilité de se présenter. Et je commence par Thomas Garnon. Merci, bonjour Yasmine, bonjour à tous. Je suis Thomas Garnon, expert en solution Everbridge. Everbridge, c'est une solution de SaaS, pionnière, spécialisée dans les solutions de continuité d'activité, de gestion de crise, de notification d'urgence. Le sujet d'aujourd'hui sur la conformité, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est un sujet de plus en plus important pour nos clients. Donc voilà, je suis content d'en parler aujourd'hui avec vous. Johan Pesmester. Johan Pesmester, bonsoir à tous. Je travaille comme Global CISO chez un éditeur logiciel international. Et donc du coup, la partie résilience pour nos clients et conformité à travers nos différents sites, différents produits, différents pays sont des sujets d'actualité chez nous. Julien Bossard. Bonsoir, je suis Julien Bossard, donc je travaille actuellement au sein de la Société Générale, au sein de la 2e ligne de défense, spécialisée dans la continuité d'activité et la résilience depuis plus de 20 ans. J'officie à travers ma mission autour de la mise en œuvre de la conformité justement et de la régulation dans les systèmes d'information notamment. Et Christophe Rupert. Bonsoir Yasmine, je suis Christophe Rupert, donc practice manager, donc consultant chez Deep, qui est une business unit, une entité, une filiale de Poste Groupe Luxembourg, qui est spécialisée dans les infrastructures numériques, la gestion de la donnée, de la sécurité, le cloud et les managed services. Voilà. Et moi, je suis un expert de la continuité d'activité et de la gestion de crise. Bien, c'est parfait puisque c'est le thème de ce soir. Donc, j'aimerais commencer une question avec une actualité récente dont on connaît tous le sujet puisqu'on va parler justement du groupe La Poste qui a subi donc une grosse attaque en Noël et au moment du Nouvel An, donc quand même 2 dates assez spécifiques. Je pense qu'on pourra en parler aussi de ce choix qui, je pense, n'est pas anodin puisqu'on est la veille de Noël et la veille du Nouvel An, où on se retrouve finalement avec des systèmes de livraison et des plateformes qui sont bloquées. Donc, on comprend que c'est donc un DDoS, mais un DDoS assez complexe. On n'est pas sur un petit DDoS simple. Forcément, quand on voit un cas comme celui-ci, quelles sont les leçons qu'on peut tirer justement en termes de continuité d'activité? Thomas. Je pense une première chose qu'on peut voir, c'est que déjà le risque cyber, ça reste le risque toujours numéro 1. D'ailleurs, Everbridge l'a confirmé, on a sorti un panorama des risques pour l'année 2026. Le risque cyber reste le risque numéro 1. Un enseignement qu'on tire aussi de ce cas intéressant, c'est que, comme on le voit, les crises, ça arrive toujours au pire moment. Voilà, c'est jamais du lundi au vendredi. C'est toujours le week-end pendant les vacances. Là, c'était à 3 jours de Noël pour un livreur de colis. C'est assez catastrophique. Ensuite, attention aux surcrises aussi, je dirais. Les crises sont souvent multiples. Elles peuvent arriver parfois au même moment. Donc là, il y a eu une deuxième attaque par déni de service quelques jours après le 22 décembre. On voit ensuite que la préparation est importante. Là, il me semble que c'était l'application de la banque postale, notamment, qui était inaccessible. On ne pouvait plus faire son suivi du colis. Par contre, les colis continuaient à être livrés. Mais les clients, rapidement, ont eu peur de ne plus pouvoir faire de paiement, ce genre de choses. Mais la banque postale avait prévu à l'avance quand même un backup, un moyen de secours pour faire des paiements par SMS, il me semble. Voilà, donc la préparation, avoir des secours est quelque chose d'important. Et la dernière chose intéressante, c'est que
que ce cas montre, c'est que la communication de crise reste très importante. Là, on est en cybersécurité ici, mais il faut pas oublier les autres aspects de la gestion de crise. La communication, on en avait déjà parlé auparavant, c'est très important. Ça a été extrêmement médiatisé. Et là, voir que le groupe La Poste a rassuré les clients assez rapidement pour leur prouver qu'il n'y avait pas de fuite de données. C'était surtout l'accès aux applications et savoir où était mon colis qui n'était pas disponible. Je suis assez d'accord avec toi, Thomas. Je voudrais mettre en lumière que sur une attaque DDoS, tout le monde pense technique. Et c'est pas forcément de la technique, mais il y a aussi un impact business fort. D'ailleurs, tu l'as rappelé sur la livraison des colis. Cet impact business, il est sur la logistique, mais ça nécessite une préparation forte, donc aussi de bien cartographier ces activités critiques au préalable, faire un plan de continuité d'activité, un plan de reprise pour la partie technologique, mais pour aller plus loin, bien cartographier toutes ces interdépendances, parce que c'est important quand on travaille avec des fournisseurs, et bien les suivre et savoir comment on va pouvoir reprendre son activité à l'extérieur finalement de son entreprise, tout en restant à l'intérieur de son écosystème. Ce qui est intéressant, c'est que quand on prend la Poste en tant que telle, on connaît sa mission première, délivrer un colis. Et quand on voit aujourd'hui qu'une cyberattaque, la cyberattaque a été massive, c'est plusieurs milliards de paquets qui ont été comme ça fournis. Ils ont gardé cette base de métier actif, c'est-à-dire qu'ils avaient de toute façon dans leur ADN un dispositif de continuité d'activité issu de dizaines et dizaines d'années d'expérience, et c'est le système informatique qui est tombé. Eux, ils ont continué leur métier, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on le voit, peu importe ce qui vous arrive, si on se ressent sur ce qu'on sait faire et pourquoi on le fait, on arrive à maintenir une activité la tête en dehors de l'eau. Mais je crois savoir qu'il y a certains clients qui ont été quand même impactés. Donc la communication de crise, comme tu le rappelais tout à l'heure, Thomas, est vraiment très très importante. Il faut qu'elle soit immédiate. Il faut être au fait des signaux faibles, tout de suite communiquer de manière très très transparente. Et c'est un des premiers challenges sur ce genre d'événement. Alors, justement, il y a quelques termes qui ont été posés. On a parlé de PCA, on a parlé de PRA, on parle de gestion de crise. Est-ce que c'est pas quelque part compliqué finalement de gérer tout ça en même temps? Est-ce que justement il n'y a pas des limites à prioriser les exigences de réglementation quand on est dans une situation de crise? Avant que vous me répondiez, je vais poser la même question au public qui est avec nous, donc vous allez voter. Donc la question est la suivante: dans une crise cyber majeure, pensez-vous que les contraintes réglementaires ralentissent la prise de décision opérationnelle? Donc vous pouvez voter oui, non, ça dépend. Je vais laisser également donc les experts autour de la table répondre, mais peut-être aussi redéfinir les termes que je viens de mentionner, PRA, PCA. Je commence par toi, Yann. Pour la réponse, la définition. Pour la réponse, la partie normative, on ne l'utilise pas au moment où est-ce qu'on est en crise. Par contre, c'est des bons appuis pour avoir des repères sur comment préparer la crise. Quels sont les standards à atteindre, qu'est-ce qu'on doit mettre en place en amont et quels sont les éléments qu'on devra dérouler pendant la crise. C'est plutôt si on compare avec la partie projet, la roadmap des éléments qu'on doit aller atteindre pour être prêt en cas de crise, et on vérifie, soit en exercice, soit au moment de la crise, si effectivement la résilience est au rendez-vous. Voilà. Maintenant, pour les définitions, PRA, plan de reprise d'activité, PCA, plan de continuité d'activité, tout ça, ça se prépare, effectivement. C'est des choses qui se font avant crise, si possible. On ne crée jamais de plan de continuité d'activité sur le feu. Est-ce qu'il y a une priorité à avoir entre l'un, l'autre, la gestion de crise? Est-ce qu'on peut tout traiter? J'ai envie de vous dire, l'objectif, c'est véritablement de rendre le service, en fin de compte, donc quelle que soit la situation, quelle que soit la thématique, sur le moment d'une crise, on s'en moque, on doit piloter avec les moyens que nous avons au moment où ça nous arrive, préparation ou pas, effectif ou non, on fait face à une situation, on y répond. Et donc, c'est effectivement grâce notamment aux normes, grâce aux standards, grâce à ces grands guides comme ça qui permettent de nous préparer en amont, où on est plus efficient. Voilà, parce que je ne parle pas d'efficacité, là je parle vraiment d'efficience. C'est l'effort, le fait de dire je mets un moyen en face et un effort, et de se dire bah oui, effectivement, on est efficient parce qu'on est préparé, parce qu'on a des normes, etc. Ouais, moi j'ajouterais, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Julien. J'ajouterais que le cadre normatif, il est quand même très très important parce que les sociétés, et c'est bien normal, se recentrent sur leur core business.
Donc s'il n'y a pas de cadre normatif, alors il y a le cadre normatif, il y a la réglementation qui impose certaines choses. On peut parler de DORA, on peut parler de NIS 2, mais il y a aussi des outils normatifs comme l'ISO 22301 pour le business continuity ou l'ISO 27001 pour la sécurité de l'information, qui sont des systèmes de management qui permettent de supporter et d'aller beaucoup plus en détail justement pour répondre à toutes les exigences de ce cadre normatif. Donc, je pense que le cadre réglementaire, il est là aussi pour rassurer et aussi pour aider les entreprises. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de trop intrusif dans une entreprise. Il faut s'en servir pour être meilleur demain, je pense. Oui. Le seul point que moi je vois la différence entre l'ISO et la norme, si on est un peu, c'est que l'ISO, on va être sur un aspect de volontariat. Rien ne nous force à embrasser l'ISO. L'ISO, c'est du best practice, c'est des templates, c'est des modalités qui nous permettent d'implémenter selon un format défini un système de management de continuité d'activité. On s'y engage ou on s'y engage pas, c'est soi-même, c'est une décision qu'on prend. Et si on s'engage, derrière, il y a des audits de conformité qui viennent justement garantir qu'on a bien compris les modalités et qu'on a bien appliqué ce qui doit être appliqué. Là où le réglementaire, la réglementation, elle est différente, c'est qu'elle impose. C'est-à-dire que là, pour le coup, pas d'accord ou pas d'accord, on se doit de mettre en œuvre. Parce que tu vas avoir un audit qui va venir forcément... Au-delà même de l'audit, c'est de se dire qu'il y a... Oui, l'audit va venir chercher les conclusions, va chercher les preuves, on va venir chercher le caractère mise en œuvre du système et vont venir pénaliser au cas échéant parce qu'il y a une volonté derrière qui est sur l'ensemble des réglementations, c'est d'améliorer la résilience de nos organisations. C'est vraiment le point névralgique, c'est ça, c'est mettre tout le monde d'accord sur un standard établi et que tout le monde s'appuie dessus pour monter en maturité sur la résilience, notamment en France. Et c'est un point qui est important parce qu'aujourd'hui, quand on prend la finance, quand on prend l'énergie, quand on prend les transports ou le médical, on le voit, on est tous attaqués, pas à la même échelle, mais on est tous attaqués. On doit tous rendre un service qui est important pour l'État, et on se doit d'être au niveau de ça. On se doit d'être au niveau de défense, au niveau de la résilience, donc de la reconstruction, etc. Et je trouve que le côté réglementaire vient justement gommer toutes ces inégalités en disant bah moi, j'ai pas trop la maturité, je sais pas mettre un dispositif, j'ai appelé quelqu'un, etc. Là, il n'y a plus de choix. C'est, regardez, il y a des standards qui existent, il y a des choses qui sont faites, appliquées. Si tu prends un peu de hauteur... Alors, vas-y, et après moi je rebondirai, je vais faire l'avocat du diable après. Moi je vais faire l'avocat du diable, mais vas-y. Un peu de hauteur sur une timeline. 27001 ou d'autres normes ISO, de la même façon que NIS, la première version, c'était une démarche, on propose un cadre structurant sur laquelle on invite les entreprises dans une démarche volontaire à venir utiliser les patterns mis à disposition pour pouvoir améliorer la sécurité. Et force est de constater que toutes les entreprises ne mettent pas la priorité sur la partie sécurité, et donc ça a des conséquences dramatiques pour tout le monde. C'est, encore une fois, avec Big Picture, l'avancement dans le temps fait que le régulateur se dit, si je veux que ça avance cette direction-là, pour sécuriser mon tissu économique, il faut que je réglemente. Et du coup, je le vois plus comme, encore une fois, Big Picture, tu as une continuité où ces éléments-là, qui au départ étaient ouverts pour tout le monde, deviennent contraignants parce qu'on a besoin de monter en maturité. Vas-y. Alors, juste pour revenir sur un terme que tu as utilisé, tu as dit ça gomme les inégalités. Et moi, l'un des retours que j'ai souvent, c'est typiquement le secteur bancaire, c'est un secteur qui est toujours en avance. En réalité, quand on met en place une réglementation, la réalité, c'est que les bonnes pratiques, ils les ont déjà intégrées, ils sont très en avance sur ces questions-là. Si on va voir des entreprises, des plus petites entreprises, en général, elles n'ont pas les moyens, et cette mise en place de réglementation, ça va être un coût à absorber supplémentaire. Ah. Donc, est-ce que... Alors justement, mais j'ai posé un jour la question justement à un expert qui était dans le secteur bancaire, donc c'est pas la même chose, mais dans un autre, et qui m'a répondu, donc j'aimerais bien avoir ton avis. Et il m'a dit, on est conscient, nous, en tant que grande entreprise, qu'il y a des inégalités. Donc, quand on travaille avec des entreprises tiers, partenaires, on les accompagne justement dans cette remontée de maturité pour justement avoir des tiers parties qui soient sécurisés. Il y a plein de choses.
La réglementation, il y a un point qui est très important sur lequel tout le monde doit s'y retrouver, c'est la notion de proportionnalité. Il n'est pas attendu la même chose d'une grande banque que d'une ETI ou d'une PME. On n'a pas les mêmes moyens, parce qu'on n'a pas également, on n'a pas les mêmes risques. Donc la notion de proportionnalité, elle s'applique, elle est importante, c'est clé d'ailleurs. Hein, c'est faire ce qui doit être fait avec les moyens dont on dispose. La réglementation, elle ne dit pas vous devez mettre en place un 3e data center totalement isolé, machin, etc. Là, c'est clair. Donc, c'est faire avec les moyens, etc. Là où je dis que ça gomme les inégalités, c'est sur la notion de standardisation. C'est qu'on va parler de la même chose sur toute la chaîne de vie, je dirais, de la quantité d'activité. Et ça, c'est important. Quand on parle de tiers, on parle des exigences qu'on a aux tiers. Et si je réponds à ta question, on ne va pas forcément accompagner, mais on va être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de notre tiers parce qu'on dépend d'eux sur certaines activités, sur certaines solutions, etc. Donc, on va poser des questions, on va s'intéresser à leur dispositif de continuité d'activité, chose qu'on peut-être avant, on ne le faisait pas réellement parce que on s'imaginait que, il y avait un contrat entre eux et nous et que ça suffisait pour nous protéger, on n'allait pas plus loin. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui dit non, allez plus loin que le contrat, allez checker chez eux si véritablement il y a un risque potentiel pour vos propres activités et allez les challenger, etc. Maintenant, j'ai connu, moi, dans une vie antérieure, une société qui, justement, vis-à-vis de leurs tiers, allait effectivement dans cette direction-là, d'accompagner, mais financièrement, le tiers pour mettre en œuvre, justement, un dispositif de continuité d'activité, un dispositif de sécurité, parce qu'ils en étaient dépendants. Et donc, justement, là, il y a cette notion de prise de conscience et de pas être justement en mode silo en disant c'est leur problème, ils se débrouillent, ils me doivent un service, voilà. Non, je suis dépendant d'eux, donc je vais prendre un peu de recul, un peu de hauteur, et je vais les accompagner pour justement pas que, au cas où il y a un événement, ils m'entraînent avec eux. Ouais, et moi je pense qu'il faut vraiment surfer sur cette réglementation qui est, on peut le dire, un peu nouvelle. Enfin, quand on parle, par exemple, des standards, l'ISO 22301, ça a démarré en 2012 pour la première version, a été mise à jour en 2019. Ça peut faire peur, mais ça reste un socle de compréhension commune, le même vocabulaire pour tous les pays dans le monde, et ça permet de se parler de la même manière. Et quand on implémente ce genre de système de management dans une entreprise, faut pas avoir peur. C'est une question de granularité, c'est une question de seuil, de compréhension. Donc on peut y aller vraiment par étapes. Et puis il faut quand même rappeler que c'est basé sur les Plan Do Check Act. Donc c'est un cycle d'amélioration continue. On peut être extrêmement granulaire comme pas du tout, et puis s'améliorer. Un certificat, ça dure 3 ans. Alors ça complète et ça ne supporte pas tout ce que demande la régulation, mais on est quand même sur quelque chose d'extrêmement robuste. Nous, en tant que prestataire, on connaît bien le sujet, parce qu'on est audité constamment. Et ce qu'on voit sur le marché depuis, notamment DORA, NIS2, c'est une augmentation massive du nombre de questionnaires de sécurité qu'on reçoit. Puis il y a un côté très positif, c'est rassurant pour tout le monde, forcément. Nous, ça pose des contraintes sur nous, on s'améliore, ça nous oblige à nous améliorer, mais il y a quand même un revers de la pièce, c'est qu'aussi parfois, c'est un petit peu trop peut-être. Certaines sociétés, de grandes sociétés, même des banques, peuvent nous auditer plusieurs fois sur le même sujet. Il y a 2 entités du même client qui vont nous envoyer le même questionnaire. Voilà, il y a encore un petit peu de ménage à faire, je pense, dans tout ça, mais ça va dans le bon sens. Non, même rien que le rapport de force. On a face à nous si on reste sur le tiers, des tiers puissants, sur laquelle effectivement, si je prends DORA, c'est une réglementation européenne. Quand on vise un tiers américain, le rapport de force il est tel que c'est compliqué d'aller chercher de l'information, d'aller chercher, etc. Donc aujourd'hui, il y a des discussions qui sont faites auprès notamment de la Banque centrale européenne pour justement essayer de faire en sorte que tout le monde joue le jeu et qu'on soit pas seul en tant que client, quelle que soit son organisation, qu'on soit seul en tant que client et se dire oui, je vais frapper à leur porte, ils me répondent pas, qu'est-ce que je fais? Parce qu'encore une fois, pour le coup, une réglementation, ça impose et ça pénalise. Et si on ne démontre pas qu'on a les réponses, on a les solutions, on a les faits, derrière, ça peut vite... Ça peut poser problème, mais quand on fait son analyse
très en détail de toutes ces parties prenantes et de ces fournisseurs critiques sur les grands acteurs américains. Il est concevable de ne pas recevoir leur information et de l'accepter. Ça fait partie aussi du système de management. Donc, on en est sur la prise de risque. Est-ce que je prends encore plus de risques et est-ce que j'accepte le risque? Alors, je vais vous partager donc déjà ce que le public en pense. Donc, ils ont voté, je repose la question. Dans une crise cyber majeure, pensez-vous que les contraintes réglementaires ralentissent la prise de décision opérationnelle? Sur le public qui est présent en bas, on a 21% qui répondent oui, 50% qui répondent non et 28% qui répondent ça dépend. Sur le public qui est à distance, on n'a que des non. Voilà, ils sont tous d'accord. Donc quelques commentaires, clairement non. Au contraire, elle facilite la prise de décision. Et Jean-Christophe qui simplifie les choses, et c'est très bien aussi. La loi dit 3 choses. On vous en voudra si vous montrez que vous n'êtes pas préparé à gérer une crise, si vous montrez post-crise que vous l'avez mal gérée, et on vous en voudra d'autant plus si vous mettez à risque du monde. Voilà. Donc, il a il a tout compris, Jean-Christophe. Merci Jean-Christophe. Alors justement, pour revenir sur cette question de réglementation, moi je me souviens lors d'une table ronde où on m'avait dit, et ça c'est vraiment très rapide parce que ça m'a fait penser à ce que tu viens de dire, on m'avait dit on est dans une situation d'inflation de la réglementation. Donc là pour le coup j'étais face à un expert en cybersécurité qui lui trouvait qu'il y en avait trop des réglementations, qui s'empilaient. Et quelque part, tu vois, tu viens de dire un élément intéressant, tu as dit pour une même banque je vais recevoir, parce que c'est 2 filiales différentes, le même formulaire à compléter 2 fois. Donc je comprends, on est tous d'accord, à part du coup les 20% qui n'étaient pas d'accord, que la réglementation elle est quand même là pour nous aider à gérer la crise. Est-ce que ça génère pas un peu de paperasse administrative? Je pense que pour résumer là, on peut dire que les normes c'est une aide, mais ça peut complexifier. Il faut bien le faire. Il faut qu'elles restent concrètes. Il faut les mettre en place de façon logique. Il ne faut pas que ça soit une couche administrative. Alors soyons quand même précis, parce que tu as les normes et tu as la réglementation, tu as la régulation. C'est quand même 2 choses qui sont différentes et complémentaires. Très général, oui. Tout ce qui va s'appliquer aux organisations, mais d'une façon générale, les NIS 2, DORA notamment, ça permet, comme on le disait, d'avoir un langage commun, ça optimise les choses. Mais voilà, il y a toujours ces risques de complexité où on va avoir des entités qui font la même chose, plusieurs entités qui vont faire les mêmes choses. On va payer à des gens pour avoir cette conformité, mais pour être quand même positif dans tout ça. En tout cas, nous, notre expérience d'éditeur de logiciels, on voit chez nos clients qu'il y a de plus en plus d'exercices de crise qui sont faits sur ces sujets-là, ce qui veut dire qu'on met en place la conformité, on met en place les actions qui sont prévues dans ces normes et on les teste. Parce que c'est pas une conformité de papier. Si on est conforme pour être conforme, c'est dommage, mais il faut être conforme pour être résilient. Le but final, c'est d'être résilient, cyber-résilient. On voit qu'il y a plus de budgets aussi qui sont débloqués grâce à ces réglementations ça améliore la culture de sûreté aussi en interne. Voilà. Et donc il y a beaucoup de positifs, mais voilà, faut pas être trop bureaucratique, on va dire. Oui. Moi, je voudrais ajouter que c'est vrai que chez nos clients, chez Deep, en France ou au Luxembourg et ailleurs d'ailleurs, tout ce paquet réglementaire et normatif, parce qu'il y a de plus en plus de sociétés qui se certifient en 27001 et en 22301 pour compléter ces éléments réglementaires. Je pense que la majorité des clients maintenant conviennent qu'il faut fusionner tout ce package-là. C'est-à-dire qu'on va pas faire un projet bit par bit, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit fusionné, quelque chose qui soit global pour avoir un référentiel commun. Et ce référentiel commun, ensuite, on est bien plus robuste. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Le seul, si je reviens sur la question, et je reviendrai à ce que tu dis sur le framework, la complexité de la réglementation, est-ce que ça impose derrière pour les entreprises? Je pense qu'il y a un coût d'entrée. En fait, moi, je le vois comme ça. Je le vois sur un coût d'entrée. Le coût d'entrée, c'est la formalisation, c'est les process, ce sont la gestion la déclaration d'incidents qui sont scriptés, qui sont attendus. Une fois que le coût d'entrée il est fait, on est d'accord que ça améliore notre résilience. Et ça rentre dans notre run de tous les jours. Donc du coup, on n'est plus sur cette notion de c'est complexe. Non, ça fait partie de nous. En fait, globalement, si on avait fait les choses naturellement depuis le début, la réglementation aurait souligné les choses en disant oui, on a toujours quelque chose à dire, on a toujours quelque chose à revoir, à préciser ou à aller plus loin, très bien, mais de base, pour ceux qui sont très matures dans un système, dans une résilience, le gap, il n'est pas si important que ça. Il est pas dingue, voilà. c'est vrai. Et c'est vraiment une question de mécanique, de dire
En coût d'entrée, oui, je dois me réorganiser, je dois montrer patte blanche, je dois faire en sorte de définir des process un peu plus structurés, des standards, des normes, etc. Mais globalement, on s'en sort. Une fois que le coût d'entrée est pas... Mais tu viens de soulever quelque chose de très très important, c'est la maturité. Et si tout le monde était assez mature, il n'y aurait pas de réglementation. Tu es d'accord avec ça? De base, oui. Voilà. De base, Donc oui, la maturité, elle est à géométrie variable et il faut aider à ce que les gens et les entreprises soient de plus en plus opérationnelles. C'est pas simplement comprendre une régulation ou des standards, mais c'est de l'opérationnaliser pour que ça devienne effectif et efficient, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'il suffit pas d'être efficace, mais il faut arriver à son but le plus rapidement surtout possible. aujourd'hui, et puis surtout dans une gestion de crise. C'est ça. Non, mais l'efficience, elle vient aussi sur la préparation. On le sait, les équipes ont moins de temps, moins de ressources, moins de moyens, et on demande à faire de plus en plus de choses, et à être de plus en plus. Justement, si on reprend le cas de la Poste. La Poste, il y a l'attaque des DOS, ça a été massif, on n'avait jamais vu ça. Je veux dire, même quelqu'un de préparé ou aguerri à ce genre de choses, je pense que ça peut faire un choc. Et donc, du coup, il y a cette notion d'efficience, de dire, j'ai moins de moyens, j'ai moins de ressources, j'ai moins de temps pour le faire, mais je dois arriver à un résultat encore plus important que ce que j'ai à aujourd'hui. Et c'est là où on va chercher ce que tu disais tout à l'heure, la notion de framework, en disant je vais essayer de voir l'ensemble comme un tout et non pas comme des silos en disant je réponds à une réglementation puis à une autre, et que ça soit réglementation de cyber, réglementation de résilience. Non, il faut voir la démarche comme un tout. Alors c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes équipes. Oui. Ça adresse pas les mêmes, en organisation, ça adresse pas forcément les mêmes équipes. Mais si on se pose autour d'une table en disant OK, globalement, le tissu réglementaire, c'est quoi? C'est quoi les exigences de ce tissu à laquelle on doit adhérer, à laquelle, parfois, on dit on n'aimerait pas adhérer parce que c'est complexe, mais on doit adhérer. OK, il y a des choses sur lesquelles on peut rassembler, on peut fusionner, on peut merger, et dans ces cas-là, on peut optimiser. Et si on arrive à justement travailler ensemble dans les différents silos et avoir une vision 360, derrière, c'est beaucoup plus souple au niveau de mise en œuvre. En plus, ça rassure les directions générales qui doivent toujours être dans la boucle, sinon ce projet n'est pas à grand-chose. Alors, toujours dans le rôle de l'avocate du diable, l'une des choses que j'entends assez régulièrement, et que j'ai pu d'ailleurs aussi parfois expérimenter, c'est que dans la pratique, finalement, les organisations vont commencer à courir un peu partout pour se mettre en conformité d'un point de vue papier, donc paperasse, à l'approche d'un audit. Donc forcément, ça pose la question de savoir est-ce que quand on se met un peu la veille à produire des politiques écrites pour dire qu'on les a bien mises en place, etc., est-ce qu'on est si résilient que ça si c'est une conformité de papier versus une vraie conformité organisationnelle? Donc, je pose également la question au public. Donc la question c'est, selon vous, une entreprise conforme aux normes est-elle forcément résiliente face à une cyberattaque? Oui, non, ça dépend. Je vais également vous laisser répondre à cette question et puis peut-être aussi revenir sur l'approche même en fait de l'audit, puisque finalement il y a différents audits. On a l'audit de code, on a l'audit de pentest, on a l'audit de réglementation. Est-ce que tous les audits doivent être travaillés de la même manière? Johan? Alors, c'est important de définir les termes, effectivement. Chaque audit a son approche, et un audit réglementaire ne va pas aller chercher les mêmes éléments qu'un audit d'intrusion, par exemple un pentest. L'audit réglementaire, on peut se sortir avec la partie papier. L'audit pentest, à partir du moment où un attaquant rentre, si on n'est pas au niveau, ça se voit quoi qu'il arrive. Et les retours d'expérience sont bénéfiques pour l'entreprise. Maintenant, une fois qu'on a mis en place les éléments, le papier étant posé, ce qui compte, c'est la vérification. Ce que j'ai noté, c'est que tous ceux qui mettent en place, typiquement le bon exemple, c'est un PCA-PRA, j'écris tout, papier sur l'audit, je suis bon, je peux montrer, il est rédigé, il est là. Combien le test? Et c'est là où on fait le lien entre la partie papier et la partie concrète. Et donc, du coup, où est-ce que les différentes formes d'audit peuvent se retrouver? C'est quel est le test? Alors, personnellement, l'organisation où je suis, pour pouvoir valider l'existence d'un document de reconstruction et de conduite d'activité, je ne demande pas est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est rédigé, je demande faites-moi un PV de recette. C'est-à-dire, prouvez-moi que en suivant par écrit,
vous arrivez bien à atteindre vos RTO, vos Recovery Time Objectifs, par rapport à vos objectifs, vos SLA clients, et donc du coup que, mis bout à bout, en suivant votre procédure, vous arrivez à aller jusqu'au bout de la procédure pour retrouver une prod qui va être du coup efficace, en prod, fonctionnelle, et que ce document-là, il soit tamponné à haute hiérarchie. Et ça, c'est pour moi le meilleur moyen que j'ai trouvé pour ne pas tomber dans ce travers-là, de dire, sur le papier ça marche, et puis on croise les doigts. Il y a un vrai débat là-dessus, sur la définition du RTO, qui est la durée maximale d'indisponibilité que l'on tolère sur une activité essentielle, et le respect du SLA. Puisque le RTO, ce n'est que le reflet finalement de la prise de risque de l'organisation. Donc on pourrait très bien, si j'exagère, avoir une activité essentielle, critique, mais que je vais mettre à 5 jours, et j'exagère, alors que je vais vendre un SLA à mon client à 15 minutes. Ça, c'est totalement possible, puisque la définition du curseur du RTO, c'est la prise de risque, et on pourrait très bien considérer ça. Mais ce que je voulais ajouter quelque chose sur la préparation aux audits. C'est vrai qu'on a souvent tendance à préparer des audits, souvent pour ceux qui sont un peu nouveaux dans les certifications de système de management, d'avoir une conformité de façade finalement, puisqu'il y a l'auditeur qui arrive le lendemain. Est-ce qu'on a revu toute la documentation? Est-ce que tout est prêt? On va mettre le petit doigt sur la couture du pantalon pour savoir si vraiment on est tout beau. Mais je pense que pour aller plus loin, la résilience, la cyber-résilience, elle s'improvise pas, elle s'invente pas, et avoir une conformité de façade, c'est pas suffisant. Ça peut aider parce que quelquefois les organisations sont vraiment dans un timing qui est pas celui qu'elles maîtrisent. Donc on peut se retrouver dans ce genre de situation-là, mais il faut avoir des vraies preuves de résultats. Voilà, moi quand j'accompagne mes clients, on essaie de le plus coller à la réalité du terrain. C'est sûr qu'on peut pas arrêter une production du jour au lendemain. D'ailleurs, ça serait beaucoup trop dangereux dans un exercice ou un test. Mais autant que faire se peut, on arrive à avoir des tests parallèles. C'est-à-dire que j'arrête une partie de ma prod, et puis l'autre partie, eh bien, j'essaye d'avoir le même nombre d'entrées, le même nombre de valeurs, le même nombre, de choses que je vais mettre dans mes systèmes d'information. Mais c'est très important d'avoir des preuves de vie de la réalité. Voilà. Je veux juste rebondir sur la notion d'audit papier, enfin ce qu'on appelle là l'audit sur papier. Je pense qu'on faut pas minimiser l'expérience et les compétences des auditeurs qui, lorsqu'ils viennent, juste le document, c'est pas suffisant. Et en plus, de toute façon, le règlement le dit, il faut des tests, il faut des preuves tangibles. Donc, je pense que de toute façon, si une organisation se met dans une optique de répondre à un audit uniquement en façade, voilà, c'était ça le terme que je cherchais, c'est pas bon de base, puisque de toute façon, l'auditeur va trouver et trouvera le gap et trouvera l'anomalie. Il y a quelque chose qui marche pas dans la mécanique. Et ça peut marcher pour gagner du temps. Ah ouais, mais un certificat ISO, ça dure 3 ans. Donc certains jouent là-dessus. Oui, mais alors dans ces cas-là, si le certificat il est donné alors que c'est une preuve de façade, je pense que l'auditeur a fait son travail. Parce que du coup, il n'a pas été suffisamment loin et du coup, il a donné un certificat à quelqu'un qui ne le méritait pas. Oui, il peut mettre des non-conformités. Il peut mettre des non-conformités, je suis d'accord. Le deuxième point, c'est, on m'a toujours dit de t'appuyer sur l'audit. Appuie-toi sur l'audit, et que ce soit dans les organisations, on a différents niveaux d'audit. La L3, ce qu'on a L3 qui est l'audit réglementaire, c'est le plus haut niveau, mais on a des inspections générales, on a de l'audit interne, etc. On s'appuie dessus. En fait, il faut voir l'auditeur comme un élément externe qui va venir non pas évaluer votre propre capacité à faire votre travail, mais qui va vous aider à identifier justement les plans d'action prioritaire à mettre en place et qui va vous donner, si possible, le micro, si je peux m'exprimer, le micro pour faire valoir ce besoin.
auprès de la direction. C'est quelque chose pour moi qui est très important quand on a un auditeur, quand on a une équipe d'audit qui arrive en disant on va venir auditer votre continuité d'activité, vos mécanismes de défense, etc. Très bien. Ne cherchons pas à cacher les choses parce que de toute façon, s'ils veulent le voir, ils le verront. Ne cherchons pas à minimiser les choses non plus. Soyons francs et honnêtes. Et là-dessus, il y a toute une démarche sur faites ce que je dis, préparer, anticiper, etc., etc. On en reviendra peut-être dans la discussion. Mais c'est surtout de dire, OK, très bien, regardez ce qu'on fait. On fait avec les moyens que nous avons. C'est absolument pas de la fainéantise. On fait avec les moyens du bord. Donc voilà, on en est, où nous sommes. Est-ce que c'est suffisant? Non, on le sait déjà. Hein. Généralement, on n'est pas étonné d'un rapport d'audit. Hein. On ne dit pas, oh mon Dieu, je ne pensais pas que... Non. Donc on sait à quoi on peut prétendre. Et derrière, on s'appuie dessus pour dire, voilà, maintenant, l'audit est passé. Ils ont fait leur conclusion. Oui. Il faut des moyens, il faut des ressources, il faut du temps. Alors, je vais vous donner la réponse du public. Donc, je repose la question, c'est selon vous, une entreprise conforme aux normes est-elle forcément résiliente face à une cyberattaque? Donc, pour le public qui est présent, on a oui à 17%, non à 64% et 17%, ça dépend. À distance, là encore, ils sont très consensuels. Voilà, tout le monde est d'accord à distance. Il n'y a que des non. Alors, je vais juste vous donner quelques commentaires pour rebondir justement sur ce que vous disiez. Donc, on a Mohamed qui dit la chose suivante. La mise en place et la documentation d'une gouvernance de résilience sont des étapes nécessaires, mais elles restent insuffisantes sans tests réguliers, suivi rigoureux et plan de remédiation, plan d'action. Sans ces mesures concrètes, l'efficacité des délais de reprise RTO, RPO, RTA ne peut pas être démontrée, ce qui présente un risque majeur en cas d'incident. On a également Élisée qui dit il ne suffit pas de définir effectivement le RTO et le RPO, il faut exiger le RTA aussi. Et là, c'est seulement les tests opérationnels qui vous le donnent concrètement. Voilà. Il a complètement raison, puisqu'il faut mettre en relation les RTO et le RPO. Si je vulgarise ça, c'est la durée maximale d'interruption tolérable d'une activité essentielle et la perte de données tolérable qu'on va mettre, et on va mettre en face les RTO effectifs finalement et les RPO effectifs qui sont la réalité des tests et des exercices. Et c'est là où on va avoir un alignement qui n'est jamais le cas, puisque forcément soit il y a l'IT qui demande trop ou qui demande pas assez, et le business qui demande trop ou qui demande pas assez. C'est à la direction générale de jouer le rôle d'arbitre, soit de mettre plus de puissance de feu sur les prestataires, sur les fournisseurs ou sur l'IT interne, donc on augmente les budgets, ou soit on revoit sa prise de risque et on remonte ses RTO et ses RPO pour avoir un alignement complet. Sur le retour des personnes, si on met de côté la notion de fraude, c'est-à-dire la volonté réelle de dissimuler des preuves auprès de l'audit, des régulateurs. Voilà. Je suis globalement pas d'accord dans le sens où si je mets en place et si je prends la réglementation telle qu'elle est, et je cite DORA, si je prends DORA et je la mets en place au sein d'une organisation, vu comment elle est construite, en finalité, si je réponds à l'ensemble des articles, mon niveau de résilience a augmenté, factuellement. Parce qu'elle est très concrète. Parce qu'elle est opérationnelle. Des exemples Exactement. opérationnels, ce qui n'était pas le cas. On récemment. a un registre d'incidents, on a des tests, on a 17, je crois de mémoire, c'est 17 types de tests différents à prouver. On a de la gestion du tiers, on a de la gestion de la connaissance et de l'awareness, on a de la gestion du framework de contrôle, on a de la gestion du monitoring, enfin, on a énormément de choses. Donc, factuellement, à partir du moment où je mets le règlement DORA en place au sein de mon organisation et que je l'applique stricto sensu, c'est-à-dire avec les moyens, encore une fois, proportionnels, avec les moyens dont je dispose, mais je fais ça correctement, naturellement, la résilience augmente. Mais peut-être que DORA est le règlement le plus avancé. Malheureusement, ça concerne que les acteurs du monde financier. Alors, et c'est un règlement, ce n'est pas une directive. Donc, c'est vraiment... Ça concerne le financier, je suis de gauche tout là, mais pour les questions de pénalité. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je suis patron d'une organisation, je veux et je suis sensible à justement la continuité d'activité et la résilience, etc. Je vais m'inspirer de choses et je vais aller peut-être chercher effectivement DORA et l'appliquer. Enfin, je veux dire, la notion de DORA, elle est exigée dans le cadre financier parce que c'est un point névralgique, mais elle n'est pas, je veux dire, quand on prend l'article les articles en soi, elle peut être transposée à n'importe quel type d'organisation. Bien sûr. Alors, je rajouterai 2 éléments, parce que je vois les gens conversent. Alors,
je donne ce conseil, donc il y a un internaute qui conseille carrément un film, donc apparemment c'est qui conseille à ses équipes en termes de PCA et de PRA le film Das Boot. Apparemment les sous-mariniers qui veulent survivre s'entraînent aux plongées d'urgence. Voilà, pour ceux qui veulent tester ce film. Et sinon, on a effectivement une question, c'est pour ça que je reviens, parce que tu parlais de Dora. Donc on a une question qui disait, le problème avec Dora, c'est que le coût est croissant de la due diligence sur une chaîne de sous-traitance. Donc comment gérer les coûts d'audit d'un sous-traitant au énième degré? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Non. C'est la complexité, en fait. Là, Et pour il le faut coup. mettre une limite à un moment. Ouais. Mais c'est comme le tiers du tiers. Aujourd'hui, effectivement, on va. C'est un peu une course sans fin. Mais il y a une. Alors, je dis pas que. Enfin, c'est assez compliqué de se dire on met une fin en soi en disant on Non, s'arrête parce là, que c'est un etc. cercle vertueux, donc il faut quand même respecter la philosophie de ce cercle vertueux. Ouais. Et on peut pas arriver au bout, t'as la vérité tout de suite, et tous dans le même écosystème, avec le même vocabulaire tout de suite. Donc, il faut s'améliorer. Voilà. Ouais, c'est une amélioration continue. Exactement. Le temps. Et justement, donc, vous avez parlé tout à l'heure un petit peu des budgets, et bon, soyons honnêtes, ça reste aussi le nerf de la guerre en réalité, de pouvoir aller tirer des budgets pour pouvoir sécuriser son système d'information. J'ai pas encore croisé de directeur de la cybersécurité qui m'a répondu qu'il avait les budgets de ses rêves. Donc, est-ce que quelque part, on se rend pas compte quand on voit toutes les crises en cybersécurité qu'il y a des budgets qui se débloquent le lendemain? Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, parce que quand je travaillais en cybersécurité, je me souviens que l'un de mes postes était un poste qui a été créé quelques mois après une cyberattaque majeure. Donc, c'est un poste qui n'existait pas du tout, pour tout vous dire. Donc, comment on fait aujourd'hui pour réussir finalement à convaincre ce COMEX d'allouer ce budget, de prendre la question de la continuité d'activité au sérieux avant que la crise n'arrive? Teretex. Ce qui sensibilise le plus efficacement un CODIR ou un COMEX à un risque en particulier, c'est la réalité de ce risque. Typiquement, si vous faites intervenir des acteurs étatiques qui viennent vous dire, dans votre secteur d'activité, à tel endroit de la carte, vous avez telle entreprise qui sont tombées dans cette activité, et que sur ce périmètre-là, j'en ai 100 comme ça, des comme vous, avec niveau de maturité équivalente, taille équivalente, qu'on met la clé sous la porte dans les X derniers mois, ça, le COMEX ou le CODIR, il l'entend. Et il se dit, ok, si ça tombe tous les autres, ça peut m'arriver à moi. Et ça met une dynamique en place de qu'est-ce que je dois faire, moi, patron d'entreprise, pour pouvoir échapper à ça. Ce qui donne déjà le levier. Et après, sur la partie financière, parce que c'est ce qu'on va chercher, on va tous chercher des finances pour pouvoir aller aux moyens qu'on veut. Si on veut d'ailleurs chercher un acteur de sous-traitant de rang N, le rang N est proportionnel aux moyens qu'on nous donne pour aller chercher ce rang N. Vous avez des grilles pas trop mal faites par l'ANSSI, qui a toujours des livres blancs extraordinaires, qui permettent de mesurer en fonction du risque le coût que ça peut avoir. Et donc le rapprochement des deux permet à la fois de montrer la réalité et d'aller chercher un budget par rapport au risque qu'on va couvrir. Je suis complètement d'accord avec toi, et je pense que pour convaincre, il faut convaincre le COMEX de toute organisation en parlant son propre langage. C'est-à-dire que si on vient avec le sujet de la cybersécurité, j'ai une petite anecdote là-dessus, j'ai un grand patron d'entreprise à Luxembourg qui m'a dit un jour, écoute, c'est bien beau tout ça, mais moi l'IT, la cybersécurité, ça me parle pas, c'est une black box. Donc parle-moi, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et quand on a commencé à décortiquer tous les risques et les faire vivre, c'est là où je voulais en venir, c'est faire vivre un risque, c'est quoi? C'est le simuler avec une cellule de crise décisionnelle et pourquoi pas opérationnelle, et là de mettre en relief de le risque qui pourrait, la menace qui pourrait devenir un risque dans son organisation, combien ça coûte, quel est l'impact, comment prioriser, et là tout d'un coup ça devient beaucoup plus parlant. Donc il faut savoir aussi sortir de sa casquette d'expert, toujours à parler des normes, des standards, de la cybersécurité, de la cyberrésilience, c'est bien beau, tout ça, ça reste encore du jargon. Le COMEX, il est orienté business, c'est normal, c'est son entreprise, c'est ce qu'il veut préserver, donc je pense que c'est un des leviers. Du coup, on a cette approche de ce qui arrive aux autres peut nous arriver, au delta de certaines organisations qui dit moi je suis meilleur que les autres, donc voilà. Mais globalement, je suis d'accord effectivement qu'on a ce côté regardez ce qui se passe autour de vous. C'est pas un cas isolé, et on a des démarches au sein du groupe qui peuvent être cette questionnement à chaque fois qui se pose, c'est il y a eu une attaque. Est-ce que nous, en tant que groupe, on aurait pu être touchés?
Oui, non, comment? Il y a toujours une introspection qui se fait à ce niveau-là par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Il y a effectivement plongé l'Exco, le Comex, etc., dans une situation de crise pour les initier à cette situation qu'on ne veut jamais rencontrer, ce qui permet de sensibiliser et d'avoir une démarche. Et je trouve qu'il y a une troisième approche aussi qui est, tu l'as effleuré sur le côté, c'est leur bébé, c'est leur métier, c'est leur business, et ils ont une business approche, c'est effectivement de dire combien ça va leur coûter. C'est aujourd'hui, si on arrive à mettre en place de dire une attaque cyber de ce type-là, si ça devait nous arriver, factuellement, ça nous coûterait tant. Et pas au doigt mouillé avec une estimation comme ça. Non, non. On a dans chaque entreprise des experts métiers qui savent aujourd'hui évaluer combien une interruption d'activité ça peut leur coûter, multiplié par le time to repair, le temps de réparation, par le temps de mise en œuvre de la résilience, par etc., l'efficience du dispositif. On fait une formule et on indique clairement au métier, vous allez perdre tant par jour. Et ce montant-là, rajouté au montant perte opérationnelle, perte financière, impact client, réputationnel, réglementaire, donc c'est cumulatif. Là, on commence à avoir une matière sur laquelle on peut discuter. Je pense que ça, c'est aussi un point qui est important. Toutes ces méthodologies, c'est exactement ça. Le plus dur, c'est de convaincre, finalement. Et souvent, la résilience, la cyber-résilience, que ce soit consultant ou en interne, on est considéré comme un poste de coût. Ce qui est un problème, c'est que c'est-à-dire que les dirigeants ne sont pas convaincus. Et je vais aller au-delà de ça, il n'y a pas que les dirigeants, il y a aussi toutes les personnes qui font partie des organisations. Il faut faire cascader cette culture de la résilience en interne, et c'est une des choses les plus dures, c'est un des piliers, je crois, de la norme ISO 22301, c'est qu'il y ait une culture qui soit diffusée en interne. On voit, Everbridge a sorti quelques chiffres dans son panorama des risques pour 2026. C'est 50% des personnes qui ont été interrogées n'ont pas du tout de procédure en place, de stratégie formelle de gestion des événements critiques. Il y en a 25% qui ne testent jamais leur PCA, leur plan de continuité d'activité, et 26% signalent un manque d'investissement d'outils. Donc ça montre qu'il y a encore du travail de persuasion à faire. Oui, c'est un vrai sujet, parce que je pense que d'abord, et tu as complètement raison, il faut avoir une force de persuasion pour un comité de direction. Il faut pas que ça reste. Moi, j'ai toujours peur de ces projets-là où on essaye de concevoir quelque chose le plus parfait soit-il, mais sur un petit comité d'érudits. Donc ça reste avec le COMEX, quelques head-off, et puis ça ne ruisselle pas du haut de la pyramide jusqu'à sa base. Et ce qui va faire la résilience opérationnelle d'une entreprise, c'est aussi que chacun et chacune, les contributeurs, connaissent leur posture face à la crise. Ça, c'est très important. Je sais pas ce que vous en pensez. Quand tu parlais tout à l'heure de gestion des risques de nos dépendances, donc le TPRM, Tier Risk Management, pour nos fournisseurs, on est donc des clients. Et nous, en tant que clients, on a obligation de valider la maturité cyber de nos fournisseurs. À partir de ce moment-là, quand on parle argent, qu'on parle coût, ça c'est, on parle le langage des entreprises qui dit je n'arbitre que des risques et ce coût est un risque comme un autre. Pour aller dans son sens et l'accompagner de façon positive pour l'incentiver, en faisant percevoir que, étant tous des fournisseurs d'autres clients, qui ont aussi une réglementation de gérer leurs fournisseurs, mettre en place la réglementation et augmenter notre maturité cyber devient un game changer pour aller chercher du business. Et donc, du coup, on a à la fois, pour le patron d'entreprise, la carotte et le bâton. Je fais pas, ça me coûte tant, je fais, je gagne tant. Et cette démarche avec une approche double face est sûrement ce qui marche le mieux pour convaincre justement un COMEX, ou comme tu disais tout à l'heure, il faut réussir à parler son langage. Souvent, la barrière entre la technique et... il faut que le business continuity, la cybersécurité, la cyber-résilience devienne un levier de performance pour devenir de plus en plus robuste. Hein, c'est ça. Ça marche beaucoup sur les third parties, sur les tiers. Je pense que la clé, pour vous notamment, c'est d'afficher, de montrer patte blanche sur votre niveau de maturité de continuité d'activité. Si Everbridge n'était pas conforme 27 000 là, on aurait 0 client, 0 business, voilà. Je serais au chômage. Là où dans les organisations françaises, cette notion de justement comment vis-à-vis du client
c'est transcrit. Je trouve qu'il y a encore un peu de travail à faire. C'est-à-dire que dire qu'une société française, elle est ISO 22301 sur une activité spécifique, pour l'instant, ça fait pas encore beaucoup venir du client. Ça rassure pas encore. Pourquoi ? Parce que en termes de pédagogie, on n'a pas tous conscience de ce qu'est l'ISO 22301. Et donc du coup, voilà, on passe à côté. Donc c'est pas quelque chose, encore une fois, un label de qualité. Même si je suis d'accord avec toi, ça serait quelque chose qui mériterait de l'être. Pour le coup, ça mériterait, ça ferait un game changer. Alors, pour rebondir justement sur ce que vous disiez, alors Thomas, justement, je voulais plus soyer, et le public en fait est plus soyé, parce qu'en fait, avant que tu en parles, les gens parlaient justement de la culture. Donc, ils expliquaient qu'effectivement, en commentaire, il suffit pas d'avoir un papier ou une conformité ou une réglementation, il faut qu'il y ait une culture d'entreprise en fait de la résilience. Ça, quelques minutes plus tard, tu en as parlé. Donc, c'est parfait. Et je voulais revenir sur la gestion de crise parce que il y a une question du public qui rejoint une question que j'avais préparée. Donc, on est synchro avec le public, c'était de dire, bon, quand on met en place un exercice de gestion de crise, est-ce qu'on est réellement, je dirais, au plus près de ce à quoi ressemble vraiment une crise ? Est-ce que ça nous prépare vraiment à une crise, ou est-ce qu'on est sur des exercices qui n'y ressemblent pas tant que ça ? Donc voilà, moi ma question, je me suis vraiment toujours posé la question, est-ce que c'est pas peut-être un exercice aseptisé quelque part, et donc au final, il apporte pas la même valeur ajoutée que vive la crise, j'ai presque envie de vous dire. Je pense que tu confirmeras très probablement ce que je vais dire. Il n'y a jamais deux crises qui se ressemblent. Oui. Ça c'est certain, et je pense qu'on va faire unanimité sur ce point-là. C'est vrai. Néanmoins, sur la partie préparation, on est toujours sur un segment. J'ai pas d'exemple en tête, peut-être à part sur l'exercice avec l'ANSSI 2025, Rempart 25, où on teste tout le monde qui casse en même temps. On n'a jamais tous les services qui vont tomber d'un coup. Et donc, le périmètre sur lequel on fait notre test, il n'a valeur que sur le périmètre. On ne va pas effectivement à aucune autre crise qu'on va avoir. Néanmoins, les acteurs qu'on onboard au moment de la préparation sur ce test ont tous des éléments dont ils vont pas ressortir. Et le fait de se rendre compte sur, je me mets dans la peau d'un acteur, je me rends compte qu'en simulation, il y a ce truc-là qui se passe, ça fait tilt sur, si ça se passe, moi, j'ai pas les billes pour répondre à ça. Peut-être que du coup, dans la partie rétex, c'est bien que je le fasse. Et le fait de pouvoir sensibiliser les gens, puisqu'on le fait trop peu, faire passer au moins une fois les différents acteurs dont on a besoin dans la partie teste-toi, pour faire tilt à plusieurs endroits de la crise sur ce serait bien que tu aies ça en rétex qui puisse te servir. C'est plein de petits maillons qui serviront le moment de la crise. Mais encore une fois, le moment de la crise, quand ça va arriver, elle ressemblera à aucune préparation qu'on a faite. Oui, je pense que il faut non plus se focaliser quand on prépare avec les clients des exercices de gestion de crise. On a toujours la grande question, qu'est-ce qu'on va préparer ? Alors il y a l'indisponibilité de l'immeuble, il y a l'indisponibilité des collaborateurs, de l'IT, des fournisseurs critiques. D'ailleurs, je trouve très très curieux et très intéressant que personne ne pense aux scénarios qui sont conjugués. C'est-à-dire, il pourrait avoir un scénario plus un autre scénario plus un autre scénario. Mais moi, je pense qu'il faut plutôt tester les chaînes de décision plutôt que de se focaliser sur le meilleur scénario possible. Il faut vraiment tester à plusieurs étages, des contributeurs qui vont rapporter à la cellule de crise opérationnelle, qui vont rapporter à la cellule de crise décisionnelle, et voir l'efficience, on en parlait tout à l'heure, de la chaîne de décision, parce que tout ça, ça repose sur l'humain, et puis ne pas oublier qu'on est dans un système de management, où il faut tester le système, et quoi de mieux que de tester les RTO et les RPO pendant la crise simulée. Il y a très peu d'exercices où on déclenche le chronomètre du RTO pour savoir s'il est réaliste ou pas. Justement, pour moi, il y a vraiment ça, la clé d'avoir un exercice qui soit, je dirais, au niveau. Déjà, c'est la notion d'exercice. Quand on parle d'exercice, on parle de test. Et je pense que pour ceux qui connaissent pas vraiment la différence, il y a une énorme différence entre un test et un exercice, ça forme. On forme les gens. Et c'est transversal. Voilà. Et puis, on n'attend pas un résultat en soi. Un exercice, on se met en situation et on entraîne les gens, on entraîne des dispositifs. On n'attend pas un résultat en soi. Un test, ça doit fonctionner en final, en mesure, effectivement. C'est binaire. Et donc, du coup, exactement. Et du coup, je suis totalement en ligne avec toi. C'est qu'un exercice, pour moi, a un intérêt, ça forme les gens à décider. Même si les décideurs savent décider, c'est pas, voilà, mais ça les met dans une situation où ils doivent décider avec moins d'informations, du bruit, un peu de stress, etc. Mais conjugué avec un test
d'un dispositif, là, on rentre dans quelque chose de plus mature. Et là, on rentre dans quelque chose qui a du sens. Aujourd'hui, dans différentes organisations dans lesquelles j'ai passé, on avait, pour des exercices de crise, quel que soit le résultat, enfin, quelle que soit la situation, tout le monde était content parce qu'on avait sauvé on s'était sauvé, voilà, le problème de la crise était résolu. Dans le cadre du rétex, on le savait bien, d'ailleurs, en tant que consultant, on avait toujours cette difficulté de dire comment on va faire passer les messages pour dire que le directeur de crise était totalement à côté de la plaque, pour dire que les moyens, ils n'étaient pas là, etc. Parce que le message qui est passé à chaque fois, globalement, c'était non, il faut que tout le monde soit content et il faut qu'on ressorte grandi et positif. Là, en ajoutant la notion de test d'un dispositif et de pouvoir justement jouer un exercice de crise avec ce test-là, on associe la notion de formation, training, et la formation de RTO, test, machin, etc. Donc, les deux vont bien ensemble. Après, ça prend du temps. Après, il y a un facteur risque qui est un peu, important. Et il y a peut-être de la maturité et il y a une notion de maturité. Voilà. Alors, justement, moi, je me posais la question parce qu'il y a un mot qu'on utilise depuis tout à l'heure, c'est être mature. Comment on mesure la maturité d'un plan de continuité, d'un PRA? Est-ce qu'il y a une note? Tu disais de parler de tests. Comment on peut s'assurer finalement qu'on est capable d'être résilient, en tout cas on est face à une crise? Ce qu'on a mis en place va tenir. Est-ce qu'il y a un test, une mesure? Alors, de façon très pragmatique, non, il y aura jamais 100% de certitude à la maturité d'un dispositif parce que même les tests sont faits dans des environnements, sur des spécificités. Alors, on peut aboutir à un test de grandeur nature, enfin vraiment réel. Oui. Je fais un power down de mon data center. Si je prends un test informatique, un test de résilience, je fais un power off sur mon data center et je vois ce qui se passe. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'organisations qui tentent le coup. Donc, il y a que au moment où on fait face à ces situations, où on déclenche un plan qui, je rappelle, ne sera jamais exécuté de A à Z. Il va jamais, le plan sera, puisque le plan a été prévu pour une typologie de crise ou une typologie d'événement, eh bien, la crise étant un peu hybride, forcément, on va devoir improviser, composer avec la situation, c'est sûr. Donc, on aura déclenché le plan, on l'aura exécuté partiellement sur différents strates, et on sera content parce que il nous aura aidé à gagner du temps sur la réaction, 2, gagner du temps sur la reconstruction. C'est ça. Et s'il fait déjà ce travail-là, on peut considérer qu'il était nécessaire et qu'il était utile. Alors, il existe une approche dont on n'a pas parlé dans cette vision, ça va être l'antifragilité, à savoir gagner en maturité chaque expérience, mais pas seulement sur l'expérience. Les crises qu'on va subir, c'est qu'on peut provoquer. Ceux qui étaient matures sur ces sujets-là, c'est notamment les Américains, les grands GAFAM, qui ont mis en place, au début c'était Chaos Monkey, donc un singe qui se met au niveau de l'infra, qui débranche les câbles sans aléatoire. Et la version mature, c'est la Symbian Army, donc un ensemble de singes qui vont intervenir sur différents pans de la partie cyber, mais sur la prod. Et donc, on génère des perturbations sur la prod en temps réel pour mesurer l'efficience de ce qu'on va avoir. Et donc, du coup, de façon continue. Et du coup, tu gagnes une maturité qui est extraordinaire. Mais encore une fois, ça nécessite des moyens très importants et une grosse phase préparatoire pour être en capacité de le faire, parce que tu n'es plus sur un mode test, donc sur un environnement isolé, donc tu connais le périmètre, ou sur une partie où tu es en formation sur un environnement plus grand, transverse, mais encore maîtrisé. Tu es sur ta prod en réel et chaque chose que tu fais doit avoir un impact. Donc tu dois être sûr que ta résilience, elle est bien montée et elle va être fonctionnelle à instant T. Par contre, en maturité, tu es au-dessus du soleil. Ouais, je pense qu'on peut aussi mettre en lumière les exercices de gestion de crise où on mesure le temps réel. C'est-à-dire que on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs des signaux faibles, mais les signaux faibles, ils sont primordiaux, puisqu'un événement devient un incident qui va devenir une crise, et le signal faible, s'il est bien monitoré, eh bien, on va déjà avoir une avance sur la crise. Et donc, ce temps réel, il est très important. Alors, il peut être outillé. Il y a des outils de mass notification comme Everbridge qui sont vraiment formidables. Mais il faut respecter la méthodologie et être à l'écoute de ces signaux faibles. Et quand le signal faible a été détecté, il faut savoir mesurer aussi lors d'un exercice la prise de décision. Voilà. Et
ça va être le début du commencement de la chaîne de la crise, mais il faut, voilà, En tout cas, faut se mettre en marche. Conformité, les normes, les réglementations, ça aide. En tout cas, pour les entités qui ne sont pas très matures, ça va vraiment beaucoup les aider parce qu'il y a plein de conseils pratiques dedans. Tu évoquais les conseils de l'ANSSI aussi qui aident énormément à avoir voilà, des idées concrètes si on n'est pas forcément expert dans ces sujets. Il y a un coup d'entrée quand même, ce que tu disais tout à l'heure. C'est très vrai, cette organisation qui c'est une taille, de dire je peux assurer le coût. Les petites ont besoin justement de leurs clients, donc des sociétés plus grandes, pour pouvoir supporter ce coût d'entrée, parce que très compliqué de le faire. Ce qui permet d'ailleurs, tu reviens avec un point que je voulais aborder par rapport à cette inflation normative, c'est je maudis l'Union européenne du matin au soir quand je dois farcir les normes. Néanmoins, il y a un élément assez récent qui a été mis en œuvre justement par l'UE pour justement faire face à l'échelle individuelle entreprise face à cette inflation normative. Et si on a à gérer en même temps NIS 2, plus un DORA, plus un ISO 22301, un RGPD, ils ont mis en place le Digital Omnibus, qui est fantastique, mais dont on a très peu de presse et qu'on ne met pas en avant. Justement de dire, si j'ai sur un risque qui va être sur la partie RGPD, sur ma donnée, que je vais en avoir un autre sur la partie NIS 2, sécurité de mon réseau, je vais en avoir un autre sur DORA, sur réglementation par rapport à son client. Digital Omnibus dit, dans tous les cas, tout cela, vous le matchez avec une seule brique qui va être chiffrement plus MFA, next. Et ça, c'est vraiment un gros levier qu'on ne markete pas assez et qui aide beaucoup dans l'entreprise à faire face à cette inflation normative qui, quand on le prend de front, date partout. Et vraiment, je l'ai maudit du matin au soir. Alors, on arrive à la fin de cette émission. On va finir avec une dernière question. Si les pratiques actuelles restent fortement liées et guidées par la conformité, est-ce que vous voyez des outils, des méthodes, des innovations qui permettront justement de dépasser cette logique pour construire une cyber-résilience réellement efficace ? Je pense qu'il faut tester en continu le plus possible. Il faut mesurer la réalité du terrain. C'est vraiment très très important. Automatiser le plus possible les réponses avec des solutions d'outillage, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, je pense que la cyber-résilience, c'est une question qu'il faut définir by design à l'entrée du sujet, qu'on porte sur la table de la direction générale et pas venir comme quelque chose qui serait considéré comme un add-on beaucoup plus tard. Et généralement, c'est un peu trop tard. Ouais, pour rebondir sur la partie outillage qu'évoque Christophe, j'ai un cas en tête qu'on a accompagné récemment un client qui avait PCA, PRA, il avait été audité, etc. Mais il a eu une cyberattaque classique, j'ai envie de dire, mais ça a été très mal vécu en interne. Ça a été du cafouillage. Voilà, il y a eu ils ont eu du mal à savoir, ils ont passé des heures à savoir vraiment quel était l'impact de cette crise pour leur organisation, et on les a accompagnés derrière. Mettre en place, par exemple, des outils qui permettent de cartographier et avoir cette vue en temps réel des interdépendances qu'on a avec ces prestataires, toutes les solutions en interne, ces bâtiments, les spécialistes qu'on peut avoir en interne. 3 clics et on peut avoir cette cartographie des dépendances pour avoir un impact. Déjà, on a au moins ça en début de crise. Pouvoir aussi sortir des plans papier que l'on prépare. Souvent, voilà, on a un PCA, un PRA, ça va être un fichier PDF ou un fichier Word, pouvoir les dématérialiser. Il y a des solutions pour ça. En gros, on va assigner des personnes à des tâches qui vont pouvoir les recevoir directement sur leur téléphone et dire où ils en sont. C'est vraiment de la cellule de crise virtuelle, en fait. Et puis des systèmes de notification pour alerter aussi rapidement, pour mobiliser les équipes, alerter l'ensemble ou une partie des salariés qu'il se passe quelque chose, et pas se cantonner aux canaux habituels, les emails. S'il n'y a plus d'emails, comment on fait pour collaborer? S'il n'y a plus Teams, demain, comment on fait pour collaborer? Eh bien, on arrive à la fin de cette émission, mais je sens qu'on aurait pu encore aller plus loin. Clairement, c'est des émissions et des sujets en fait sur lesquels il y a énormément de choses à dire. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je remercie également le public qui nous a suivis. J'ai vu vos commentaires, j'ai vu vos interactions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne. Aujourd'hui, on était en partenariat avec Everbridge et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission des tables rondes des experts de Risque Intel Média.